Bonsoir tout le monde, 18 avril 2024. Que tu sois de Örebro, Göteborg, Astana ou Stockholm, nous te saluons et te remercions d'être avec nous ce soir pour le 10e épisode du Street Scout Podcast. Comme à l'habitude, je suis avec ma tendre moitié, Alexandre Brabant. Comment ça va, mon frère? Ça va, toi, man? Ça va super bien, ça va super bien. Podcast spécial ce soir, on le sait, jeudi prochain, dans une semaine, jour pour jour, le championnat mondial U18 va commencer en direct de la Finlande. Donc, d'ici une semaine, là, on va faire plusieurs podcasts. Là. D'habitude, on fait un podcast à tous les jeudis. Là, dans la prochaine semaine, on va peut-être en faire 4-5 parce qu'on veut vraiment vous mettre la table pour ce tournoi-là en vous présentant chaque nation qui vont se disputer la médaille d'or. Les line-ups ne sont pas toutes sortis encore, donc on est vigilant là, à tous les jours. On vérifie là, sur différents sites à savoir si les nations ont dévoilé leur alignement complet en vue du tournoi. Il y a 2 nations qui ont dévoilé leur alignement complet jusqu'ici. Le Kazakhstan, oui les amis, le Kazakhstan et la Suède. Donc ce soir, avec mon chum Brabant, on vous décortique ces 2 nations-là. Il y en a une, ça va être un petit peu, on va en parler un petit peu plus longtemps que l'autre. Mais voilà. Donc Kazakhstan-Suède pour commencer. On commençait le Kazakhstan, mon chum? Oui. OK. Fait que, c'est ça. Pour notre analyse du Kazakhstan, ça va comme suit. Alors, c'était notre analyse du Kazakhstan. Non, blague à part, on a... Blague à part, mais pas blague à part. Non, ouais, c'est ça. Blague à part, mais pas tant que ça. On a... On a regardé le line-up du Kazakhstan là, de long en large aujourd'hui, hier, avant-hier, dans les dernières semaines, donc, mais depuis que le line-up est sorti. Puis ce matin, j'ai demandé à Brabant, je suis comme, trouve-moi un joueur, c'est qui ton joueur, ton joueur préféré dans le Kazakhstan? Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'espoir qui sont sur la liste de la Ligue nationale disponible pour le prochain repêchage. Donc, on ne fera pas exprès, là, on ne vous fera pas perdre beaucoup de votre temps là, en vous parlant du Kazakhstan pendant une trentaine de minutes. Mais j'attire votre regard sur certains joueurs qu'on a quand même illustrés comme étant les joueurs à surveiller chez cette nation-là. Là, ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire repêcher. Là. N'utilisez... Vas-y. T'es pas obligé de les surveiller non plus, par exemple. T'es pas obligé. C'est ça. Ne gaspillez pas de choix de 7e ronde là, dans vos ligues d'hockey simulées là, pour sélectionner ces joueurs-là. Mais pour vous montrer qu'on a fait de nos devoirs, un attaquant à surveiller du côté du Kazakhstan, et j'ai nommé, c'est Brabant là, qui m'a attiré l'œil sur ce joueur-là aujourd'hui. Là. Hassanali Sarkenov, qui est un gros attaquant, je suis un peu gêné d'en parler, mais c'est un gros attaquant de 6 pieds 4, 200 livres, qui a disputé beaucoup de matchs là, en MHL cette saison, la MHL, qui est la Ligue junior en Russie. Donc, l'attaquant qui est probablement le plus à surveiller, un gros gabarit, c'est tout. Puis un défenseur qui est, j'allais dire intéressant. Bon, probablement qu'il va être le meilleur défenseur de son équipe. Là. Il s'appelle Stislav Shipilin, qui est un défenseur de 6 pieds, là, près de 180 livres, qui est un arrière là, qui a joué également en MHL cette saison. Puis fait intéressant du côté du Kazakhstan, puis on va arrêter avec ça pour cette nation-là. Ils vont aligner un défenseur de 15 ans, donc un défenseur qui est né en 2008, qui s'appelle Sviatoslav Yevplov. Voilà, défenseur qui est déjà à 6 pieds à 15 ans. Donc, on va jeter un coup d'œil à ce jeune-là. Qui sait, là, peut-être que dans le 2000, ça va être en 2026-2027. Peut-être qu'il va être un espoir qui va se repêcher là, dans la nationale. Tu veux-tu m'expliquer
pourquoi le Kazakhstan ils ont réussi à se qualifier pour le tournoi? C'est quoi les équipes qui sont reléguées, en fait, qui ne sont pas qualifiées? Il faudrait le voir le tournoi de l'année dernière, parce que dans le fond, ça, il y a comme 6 divisions dans ce tournoi-là. Là, puis chaque division font un tournoi annuellement. L'année passée, le Kazakhstan était dans la division 2, ont remporté ce tournoi-là. Donc, ont été promus. Un peu comme dans le U20. Là. En fait, dans le U20, c'est la même chose. Comme cette année, la Norvège vont descendre, le Kazakhstan va monter l'année prochaine. Ce qui est surprenant cette saison, c'est que l'Allemagne n'est pas là. L'Allemagne a été reléguée du premier groupe l'année passée. Donc ça, c'est quand même une grosse surprise. Il y a tout le temps un pays, là, nowhere, comme le Kazakhstan, qui monte, nous sommes venus ici pour apprendre. Hein? Puis ça va se remonter puis il va redescendre assez vite. Non, c'est ça, mais c'est souvent ça. C'est un peu comme. Ben, je pense qu'il va y avoir une lutte qui va se faire avec la Norvège. Là. La Norvège, ce qu'il faut savoir, ce tournoi-là, c'est que les 2005 ne sont pas admissibles. Parce que ça, c'est les U20. C'est les U18, donc c'est les under 18 ans. Fait à 18 ans, tu n'es pas admissible. Puis 2005, c'est l'année de 18 ans. Donc, Michael Brandtzæg-Nygaard n'est pas là. Stian Solberg n'est pas là non plus. Ça, c'est 2 espoirs, potentiellement de première ronde au prochain repêchage de la Ligue nationale qui ne seront pas avec la Norvège. Donc, il va peut-être avoir une petite lutte là, pour la relégation. Norvège-Kazakhstan, mais je mettrais un petit 2 là, sur la Norvège quand même. Mais vraiment, faites attention, man, à Saneli Sarkenov, ce joueur de hockey. Mais je me demande pour de vrai s'ils vont scorer des buts dans le tournoi. Je ne suis pas certain, man, qu'ils vont scorer grand but dans le tournoi. Le groupe est assez solide. Là. Ça va être dur. Le groupe est solide. Puis, mais en termes de scouting, là, tu ne regardes pas les matchs contre le Kazakhstan. Tu ne peux pas faire de scouting de tes équipes contre le Kazakhstan. Clairement pas. Je vais peut-être regarder un match pour la forme, là, pour encourager nos cousins kazakhs, là, mais à part ça, c'est ça. Hein? À part ça, c'est ça. Je peux pas croire qu'on a parlé de 10 minutes du Kazakhstan. Non, mais c'est plaisant. Moi, j'aime ça, man. Le tournoi U18, là, j'adore ça. Pour le scouting, c'est de l'or en barre. Puis, qui sait, peut-être qu'il y a un joueur qu'on ne connaît pas nowhere qui va sortir du lot. Mais oui, là, c'est vrai que c'est assez. Là. C'est vrai que c'est assez. On a assez parlé du Kazakhstan. On va y aller avec. On peut passer à d'autres choses. Mais j'aurais dû faire l'introduction avec ça. Mais je profite de notre conclusion sur notre portrait kazakh pour faire un petit portrait là, du tournoi. En fait, c'est un tournoi où il y a 2 groupes de 5 équipes. Ça marche comme le U20. 2 groupes de 5 équipes. Chaque groupe joue un match contre chaque formation. Donc, après 4 matchs, il y a un classement 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 équipes qui sont classées dernières de leur groupe, donc 5e, vont faire un match pour la relégation. Les 4 premiers passent en quart de finale. 1A, 4B, 1B, 4A, 2, 3, 2, 3. Donc, voilà. Dans le groupe A, c'est carrément le groupe de la vie. Hein? En termes de foot, là, en termes de football, on parle souvent du groupe de la mort, du groupe de la vie. Le groupe de la mort, c'est le groupe le plus difficile. Le groupe de la vie est le groupe le plus aisé. Le groupe de la vie, cette saison, est le groupe A. Finlande, Lettonie, Norvège, Slovaquie, États-Unis. C'est facile. Ouais. Les champions en titre, les États-Unis, sont là. C'est la grosse nation. Mais je m'attends à voir Je ne m'attends pas à une grosse édition de la Finlande. Là. Je me trompe peut-être, là, mais je ne m'attends pas à une grosse édition de la Finlande. On regardera si Constant Helenius est là. Moi, je pense qu'Helenius peut aller au championnat senior, à voir s'il va faire partie du line-up finlandais. Emil Hemming va probablement être là, par exemple. Mais je ne m'attends pas à une très, très grosse édition. Là. On a vu la Finlande au tournoi des 5 nations. Là. Moi, en tout cas, il ne m'avait pas vraiment pas vraiment impressionné. Après ça, Lettonie, Eriks Matejko ne sera pas là parce que c'est un 2005. La Norvège, mais Nygaard et Solberg ne seront pas là parce que c'est des 2005. En Slovaquie,
On va probablement avoir quelques joueurs intéressants. Le line-up n'est pas sorti, mais je m'attends à avoir un Luka Radivojevic, un petit défenseur fougueux qui était au U20 à Göteborg lors du dernier temps des fêtes. Puis il y a même le fils de Miroslav Satan aussi qui est de mémoire là, qui va être admissible à jouer dans cette équipe-là. Donc, on vous en parle bientôt, quand le line-up va être sorti. Et dans le groupe B, mais c'est plus le groupe de la mort, le Canada est là, la Suède est là. La Suède, dans ce tournoi-là, Suède et États-Unis, là, c'est souvent les deux meilleures nations. La Tchéquie est là. La Suisse peut toujours causer des surprises. Et le malheureux Kazakhstan. Donc, voilà. Un petit topo là, du tournoi là, qui nous attend dans une semaine en Finlande. Voilà, donc le Kazakhstan est fait, le portrait du tournoi est fait également. Donc, je t'amènerai au portrait de la Suède. Dans la Suède, qui ont terminé au 2e rang l'année dernière suite à une défaite en prolongation contre les Américains. On s'attend à une autre grosse édition là, suédoise. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, ouais, mais ouais. On a vraiment analysé l'équipe là, en profondeur dans les derniers jours. Il y a au niveau des gardiens là, que ça semble un peu frêle. Là. Il y a Hugo Laring, là, qui est un gardien, je pense, qui est classé 7e parmi les gardiens européens au prochain repêchage. Semble avoir une longueur d'avance pour le poste de gardien numéro 1. Mais c'est ça, dans les buts, là, il y a des points d'interrogation. Mais si on regarde rapidement là, la défensive, je vous dresse les noms des défenseurs, puis on a ciblé quelques défenseurs dont on veut parler plus profondément. Donc, parmi les défenseurs, on a Carl Hanborn, qui est un défenseur admissible au repêchage en 2025, qui est classé assez haut. Jake Bodin, un gros défenseur. Gabriel Eliasson, un gros défenseur de 6 pieds 6. Alphonse Frey, qu'on connaît, hein, qu'on a parlé dans nos derniers podcasts. Viggo Gustafsson, un défenseur, moi, qui m'impressionne beaucoup. Léo Salin-Wallenius, hein, le corps arrière de cette brigade défensive-là. Nicodemus Wernquist, petit défenseur. Félix Ongvis également, qui est un petit défenseur rapide de 5 pieds 8. Donc, on a vraiment une brigade défensive complète. C'est ça qu'on se parlait off-cam, vraiment. C'est vraiment une défensive complète. On a des petits défenseurs très mobiles qui transportent bien la rondelle, qui sont épaulés par des gros défenseurs défensifs qui prennent beaucoup d'espace la patinoire. Juste avant d'entrer là, dans les défenseurs plus précisément, toi, comment tu trouves la défensive suédoise? Ben, moi, je te dirais qu'un peu comme l'équipe de la Suède en général, je trouve que c'est vraiment une équipe bien balancée. Comme le défensif, je la trouve vraiment bien balancée. Ils ont apporté de la vitesse, ils ont apporté du physique, des gros gabarits, des petits gabarits. J'ai hâte de les voir en action. Pour de vrai, ça va être vraiment intéressant comme équipe. C'est quand même tous des côtés défensifs. Je pense pas qu'ils ont des 2025. Ils ont-ils des 2025 cette année? Oui, il y a Onborn. Onborn. Ouais. Qui est quand même bien classé l'année prochaine jusqu'ici. Il devrait tomber comme peut-être 6-7e défenseur, peut-être. Ouais, je m'attends pas à ce qu'il voit beaucoup de glace quand même. Ben, c'est quand même, on va dire, même si c'est des 18 ans, c'est quand même des vétérans qui sont là. Ils n'ont pas apporté de jeunes défenseurs. C'est des joueurs qu'on a vus en action aux 5 Nations. Aux 5 Nations, oui. Ben, c'est pas rien de nouveau. Puis c'est souvent des joueurs qui jouent ils ont une bonne chimie ensemble parce qu'en général, ils jouent quand même assez dans la même équipe. C'est vrai, hein? C'est déjà un plus pour eux autres. C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est plusieurs. Dans le HV 71. Ben, juste Alphonse Frey et Salin Wallenius, c'est le duo avec les équipes en Suède. Puis ça va sûrement être le premier duo de défenseurs avec la Suède. Oui, 100%. Ils ne changeront pas une formule gagnante, ça, c'est sûr, certain. Puis tu me fais une belle passe là, sur Salin Wallenius puis Frey. Là, dans le fond, c'est vraiment les deux défenseurs à surveiller là, dans cette équipe-là. Là. C'est les deux. C'est ça. C'est les deux défenseurs numéro 1 de cette formation-là. Je ne voulais pas vous en parler en profondeur tellement aujourd'hui parce qu'on a parlé dans les derniers podcasts. On pourrait juste regarder ensemble
la Ligue nationale ont publié leur classement final des espoirs en vue du prochain repêchage. On a Saline Wallenius, là, qui est quand même super bien coté, là, qui est classé au 7e rang parmi les patineurs européens. Et ça, on parle de fort potentiellement un choix de première ronde, selon la centrale de recrutement de la Ligue nationale, toujours. Parce que sur la liste Street Scout, qui est la meilleure liste au monde, je ne sais pas s'il va s'y retrouver encore. Et du côté de Alphonse Frey, il est 13e. Il est 13e parmi les patineurs européens. Ça reste début de deuxième quand même. Ouais, et puis potentiel première aussi. Fin de première, ouais. Mais plus deuxième. Là. Mais moi, je pense que j'ai Frey avant Saline Wallenius sur ma liste. Mais bon, ça va être un débat pour un prochain podcast. Mais Saline Wallenius, moi, je le vois plus comme le général de cette équipe-là, le défenseur. Le corps arrière, le défenseur qui fait tout bien sa patinoire. Tandis qu'Alphonse Frey, il y a une coche de plus offensivement. Je trouve qu'il y a une coche de plus sur son coup de patin, sur ses mains, sur sa vision du jeu, sa qualité de passe, mais qu'il y a un jeu défensif, un jeu complet. Il y a un jeu qui est beaucoup moins complet, en fait, que Saline Wallenius, de mon avis. Là. Tu voulais-tu... Parce que je sais qu'on a parlé dans le dernier podcast de mémoire. On a comme la même opinion sans avoir la même opinion. Moi, je préfère un peu plus Saline Wallenius justement parce qu'il est plus, on va dire, safe comme défenseur. Moi, je trouve qu'il y a... Le côté vision, moi, je trouve que le vision, ça ressemble quand même beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais dans la zone offensive, c'est clairement Alphonse Frey qui va gérer... mettons, on parle d'un corps arrière en Saline Wallenius en général, mais dans une offensive, c'est Alphonse Frey qui prend le lead, puis c'est bien correct de même aussi. Ouais. Il se complète vraiment bien pour de vrai. Ça va être un des bons duos qu'on va voir lors du championnat. Oui, c'est vrai. Puis c'est potentiellement, puis là, je veux pas me mouiller trop, là. Mais on va peut-être avoir un de ces deux défenseurs-là qui va être nommé le meilleur défenseur du tournoi. Là. Ça se pourrait. Là. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Là. Parce que, tu sais, les États-Unis, avec le programme, n'ont pas de défenseurs qui sont... En tout cas, je ne veux pas mouiller, là, mais c'est deux défenseurs qui vont être extrêmement à surveiller pour le prochain U18. Prochain défenseur, on a un Jake Bowden. Jake Bowden, je vais vous faire un petit portrait parce que je ne sais pas si on en a parlé dans les derniers podcasts. Jake Bowden, qui est un gros défenseur là, de 6 pieds 3, 215 livres. Il est classé 63e là, par la centrale de recrutement de la Ligue nationale parmi les patineurs européens. C'est un défenseur qui a joué la majorité de sa saison en national là, chez les U20 en Suède avec l'équipe d'Örebro. Il a accumulé 12 points en 46 matchs, 2 points en 8 matchs en série éliminatoire. Tu veux-tu commencer avec Jake Bowden ou bien tu veux je pourrais commencer parce que moi, c'est pas un défenseur qui me tape à l'œil beaucoup. Je te dirais que son jeu défensif, il est très bon défensivement. Ce que j'aime moins de son jeu en tant que tel, c'est que je trouve qu'il prend des mauvaises décisions. Offensivement, il va tout le temps chercher le gros hit. Une fois sur, on va dire 4, ça fonctionne. 3 fois, il se fait avoir, puis il n'a pas un super coup de patin, fait qu'il n'est pas capable de venir réparer son erreur. Je ne sais pas si lors du tournoi, ça va changer. C'est moins physique lors des tournois aussi, par exemple. Quand on ne voit pas vraiment des gros hits spectaculaires dans les tournois. Mais je le verrais très bien compléter un duo avec un défenseur plus offensif. Parce que je pense que dans sa chaise de défenseur défensif, il fait relativement bien le travail. Il sort la rondelle devant le filet, tu ne veux pas aller te battre avec lui devant le filet. Ses batailles à 1 contre 1 en arrière du filet, de son filet à lui. Il n'y a pas grand monde qui veut y aller non plus. Mais c'est ça. En général, s'il tient sa game simple, ça va être un très bon défenseur. Ouais, c'est en plein ce défenseur-là. Là. Tu sais, moi, je ne l'aille pas là, parce que j'aime son gabarit. Puis avec son gabarit, je trouve qu'il y a une certaine mobilité. Là. Je ne sais pas que c'est le défenseur. C'est vrai. Je l'avais aussi, moi, la mobilité de Bowden. Sans être un défenseur rapide, je le trouvais mobile pour un 6-3. Ouais. Dans notre préparation du podcast là, pour la Suède,
On a vraiment Bodin, Eliasson, Gustafsson comme défenseurs défensifs là, après là, les Free et Saline Wallinius. Ouais. Puis on a Ongvis qui est plus offensif, Wernquist qui est plus offensif. Ça fait que j'ai comme pris, sans le vouloir, là, Bodin, Eliasson et Gustafsson dans le même. Même package. Dans le même package, je pensais que je les ai comparés ensemble. Puis Bodin, je le trouvais quand même relativement mobile comparé surtout à Eliasson. Ouais, Gustafsson, en tout cas, on reparlera. Là. Mais tu sais, c'est un défenseur très simple. Là. Il prend de la place dans sa zone. La première passe, il prend l'option facile. La première passe est sur le tape. Je ne l'ai pas nécessairement vu très physique. Là. Je l'ai vu appliquer des mises en échec ici et là, dans mes visionnements sur lui cette saison. Mais je ne serais pas capable de dire que c'est un défenseur physique là, aujourd'hui. Mais voilà, là, je pense que c'est un défenseur qui va avoir un rôle dans cette équipe-là, la Suède. Ouais. Un rôle sur un désavantage numérique, là, un rôle vers la conquête pour la médaille d'or. Mais j'ai de la misère à le projeter dans les nationales. Si on revient sur le repêchage NHL, on parle de 63e européen, là, on parle d'un choix très lointain. Peut-être qu'en 5-6e ronde, là, ça peut valoir la chandelle. Mais en ce moment, là, j'ai de la misère à le projeter là, dans les nationales. On a-t-il des choses à rajouter sur Jake Bodin? Non, je te dirais que ça en dit assez. Prochain défenseur, mais on va en parler d'un asto de gros. Gabriel Eliasson. Gabriel Eliasson, défenseur de 6 pieds 6, 205 livres. Oui, 6 pieds 6, Gabriel Eliasson. Un défenseur qui est né le 9 septembre. Donc, s'il était né une semaine plus tard, Gabriel serait admissible au repêchage l'année prochaine. Donc, un des plus jeunes joueurs du repêchage. La centrale de recrutement de la Ligue nationale le classe au 29e rang parmi les patineurs européens. Donc, c'est 29e, c'est quand même intéressant. C'est un défenseur qui a joué la majorité de ses matchs également en national en Suède. En 36 matchs, on parle de 6 points. 6 points en 36 matchs, mais un total de 103 minutes de punition. Il a également joué 2 matchs en séries éliminatoires. Veux-tu nous parler de tes observations sur Gabriel Eliasson, mon chum? Ouais, je vais te laisser commencer pour celui-là parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire de différent que ce que j'ai dit sur Jake Bodin. Il est plus physique. En fait, c'est pas mal ça que je peux dire, c'est qu'il est plus physique. Il joue un peu plus robuste. Ouais. Mais je trouve que le jeu, ça ressemble en général. Côté défensif, c'est pas mal semblable. Il est beaucoup moins mobile que Bodin. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est un autre défenseur défensif qui jumelé avec un défenseur offensif qui va faire le boulot. Là. Ouais, dans le fond, tu veux que je commence, mais dans le fond, Exactement. Mais non, mais c'est en plein ça. C'est tantôt, quand je vous disais que je comparais Bodin, Eliasson et Gustafsson, Eliasson, c'est sûr que son gabarit fait rêver. Là, ces gros défenseurs-là, là, il va se faire repêcher. Puis oui, il va se faire repêcher avant Bodin. Puis il va probablement se faire repêcher avant Gustafsson. Mais moi, aujourd'hui, Eliasson est le moins bon des trois. Ouais. Oui, il est physique. C'est en avant du but, en avant de son filet, il joue du bâton, il dérange l'adversaire. Tu ne veux pas nécessairement aller en avant du but, obstruer la vue du gardien adverse quand c'est Eliasson qui te couvre. Sauf que je le trouve lent. Il est extrêmement lent. Puis sa vitesse d'exécution est lente aussi. Il y a un gros bâton. Il y a un gros bâton. Il y a un long bâton. Il y a un assez gros bâton. Il est vraiment large. Non, il y a un long bâton. Il est actif, sauf que je le trouve trop lent pour... Je le trouve trop lent pour avoir un impact là, positif, là, je trouve, dans la zone défensive. Oui, il est bon défensivement, mais il pourrait être meilleur si sa vitesse d'exécution s'améliorait. C'est un défenseur qu'étrangement, j'ai vu beaucoup cette saison. Probablement que j'étais attiré là, par son physique. Mais voilà. Puis, comparativement aux autres, à Bodin et à Gustafsson,
Il n'y a vraiment pas un bon contrôle de la rondelle, Eliasson. Ouais. Des fois, il va cueillir la rondelle dans sa zone, l'échappe bêtement avant de faire une sortie de zone. Puis là, il échappe bêtement, ça l'amène son couvreur à venir la récupérer, causer des revirements. J'espère que j'ai peut-être tombé sur des mauvais matchs de sa part, là. Mais je comprends le classement de la Ligue nationale parce qu'il adore classer les gros joueurs, hein, Digne le tournoi. Ouais. Il adore les classer haut, mais en ce moment, Eliasson, moi, il n'est vraiment pas sur mon radar. Il n'est pas encore sur ma Hartford list, là. Mais à 6 pieds 6, 205 livres, c'est un des plus jeunes joueurs du repêchage. Il y a un potentiel. Mais en ce moment, voilà, il n'est pas sur mon radar, pas du tout. Je suis assez d'accord avec toi. Prochain défenseur, puis c'est le je sais pas, j'ai le goût de te dire le troisième défenseur défensif là, qu'on a ciblé dans cette équipe-là. Ouais. On ne vous parlera pas là, plus spécifiquement de Hornqvist, de Wernquist, puis j'ai oublié l'autre nom. Là. Pas qu'ils ne sont pas bons, là, mais ils sont ordinaires. Voilà. Donc, défenseur qu'on va vous parler, Viggo Gustafsson, un arrière de 6 pieds 2, 200 livres, qui est encore plus jeune qu'Eliasson, qui est né le 11 septembre. 5 jours plus tard, Viggo serait disponible au repêchage 2025 de la Ligue nationale. Puis Gustafsson est classé 72e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, toujours parmi les patineurs européens, évidemment. Gustafsson qui a joué 41 matchs en national cette saison, 19 points, 3 buts, 16 passes, qui a ajouté 2 autres matchs en séries éliminatoires. Veux-tu nous parler de Viggo, mon chum? Oui, je peux bien commencer. Je te dirais que moi, j'avais pas beaucoup de visionnement sur lui depuis le début de la saison, puis j'ai quand même été agréablement surpris par les petites vidéos que j'ai vues de lui. Je le trouvais vraiment calme avec la rondelle. On dirait qu'il ralentissait le jeu, puis ça faisait bien pour de vrai. On dirait qu'il installait plus de ses sorties de zone, on dirait qu'il installait plus de calme dans le jeu de son équipe. Zone offensive, ça reste un défenseur défensif. Fait que, il circule bien la rondelle. Je trouve qu'il est quand même assez rapide avec son bâton. J'ai trouvé qu'il était quand même assez mobile pour un grand... Ben, il est quoi? Il est 6-3 lui aussi? Ouais, 6-2. J'ai trouvé, sans dire qu'il était aussi mobile que Jake Bodine, j'ai trouvé quand même assez mobile pour un gros défenseur. Mais tu sais, sans les mettre tous dans le même panier, c'est tout le même style de défenseur avec peut-être 1 ou 2 petits points différents. Mais non, je l'ai quand même bien aimé, plus qu'Eliasson en tout cas. Ben moi, parmi les 3 défenseurs qu'on vient de vous parler, Bodine, Eliasson, Gustafsson, moi, Gustafsson, c'est mon préféré. Je ne comprends pas le classement aussi lointain là, de son côté. C'est un défenseur qui est, bon, il est un petit peu plus petit physiquement que les 2 autres, mais je trouve que physiquement, c'est probablement le défenseur le plus fort. En tout cas, je ne sais pas si physiquement, c'est le défenseur le plus fort des 3, mais il démontre vraiment une force physique pendant les matchs. Dans ses luttes le long des rampes, parce que lui, il se rend à ses luttes le long des rampes, contrairement à Eliasson. Dans ses luttes le long des rampes là, pour la rondelle, et joue des épaules, on voit que c'est sûr qu'il joue en national, là, c'est pas toutes des... c'est pas tous des Michael McCarron, l'autre bord, là. J'allais dire des Netourneaux, mais quand même. Mais gagne ses bagarres le long des rampes, donne des bons coups d'épaule. Je l'ai trouvé, moi, je suis pas prêt à dire qu'il est moins mobile que Bodine. C'est une mobilité qui est semblable des 2 côtés, de mon côté. C'est un défenseur que, en tout cas dans son équipe là, en national, un rôle très important des avantages numériques. Il y a beaucoup de temps de jeu. C'est le défenseur qui est utilisé sur le désavantage numérique. Puis en plus, il y a un rôle sur le 2e avantage numérique. Fait que je trouve que c'est le défenseur qui peut apporter une touche offensive supplémentaire comparativement à Bodine et à Eliasson.
Oui, vas-y. C'était aussi le meilleur pointeur des défenseurs de son équipe aussi. Bon, ben Ça voilà. l'aide un peu. Ben oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis évidemment, c'est un défenseur qui a un très bon bâton là, dans sa zone, qui excelle également en protection de rondelles. Fait que de mon côté, là, je ne suis pas en train de dire que ça va être un défenseur offensif, un défenseur complet là, au prochain niveau. Sauf que j'aime sa game offensive qu'il me Ouais. démontre en ce moment. Puis c'est un défenseur que je projette plus facilement au prochain niveau, là, comparativement à Bowden et Eliasson. Bon, peut-être que dans 2 ans, là, vous allez. J'aurai tort, là, mais en ce moment, en tout cas, moi, les visionnements que j'ai sur Viggo Gustafsson sont très intéressants. Même que je le vois en ce moment comme le défenseur numéro 3 de l'équipe suédoise. Là. J'ai hâte de voir les matchs. Là. Peut-être que le premier match va commencer, puis il va être des estrades, il va être la 7e défenseur, je ne sais pas. Là. Mais à surveiller quand même, là, c'est ça. Là, on va commencer à vous parler des attaquants, mais à surveiller quand même les défenseurs qu'on ne vous parlera pas en profondeur ici. Là. Mais Carl Hanborn, là, je l'ai dit au début, là, c'est un défenseur qui est classé l'année prochaine, en 2025. En ce moment, là, on parle d'un espoir top 20. Là. L'année prochaine, là, ça veut dire ce que ça veut dire. Là. Mais en ce moment, il est quand même bien vu par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Ça, à surveiller. Puis c'est un défenseur, lui, qui est. Bon, il n'amorce pas une tonne de points, là, mais c'est un défenseur qui est plus mobile. C'est un défenseur qui peut apporter une dimension offensive là, à un match. Félix Ongvis, qui est très intéressant également. C'est un petit défenseur. Lui, j'ai le goût d'aller voir, il est classé où par la centrale de recrutement. Là. Je vais y aller rapidement. Mais c'est un petit défenseur de 5 pieds 8, 160 livres. Là. Fait ça, si la centrale de recrutement de la Ligue nationale aime les gros défenseurs, mais il déteste les petits joueurs. Mais il est quand même classé 87e par la centrale de recrutement. Mais c'est un défenseur qui est très mobile, qui est très intelligent à sa patinoire. Moi, je l'ai bien aimé. Puis l'autre, c'est Nicodemus Wanquist. Lui, un petit peu moins. Là. Mais qui n'est même pas classé là, par la centrale de recrutement. Là. Donc, voilà pour la brigade défensive suédoise. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur les défenseurs qu'on n'a pas nommés? OK, parfait. Donc, fait que là, on va aller dans la brigade défensive du Kazakhstan. Non, on va toujours regarder le plafond, regarde. Puis là, je sors ma liste. Là, j'ai la liste du line-up suédois au prochain 18. La défensive est intéressante de la Suède. L'attaque l'est tout autant. Ouais, l'est tout autant, je vais dire ça de même. Je vous énumère rapidement les 15 attaquants là, qui font partie de l'équipe suédoise. On a Joel Abrahamsson, Jake Berglund, très intéressant lui. Victor Eklund, qui est un espoir admissible en 2025. Linus Eriksson, qui est très bien classé par la centrale de recrutement. Melvin Fernstrom, que je pense que vraiment on aime tous les deux. Adam Esselval, qui est un gros attaquant. Jakob Wozniak à surveiller, ce joueur-là. Un espoir probablement top 5 en 2025. Walter Lindbergh, Willy Mannertoff, Viggo Norlund, un joueur surprenant, ouais, énigmatique, je dirais. Hugo Orsten, Lucas Pedersen, l'excellent Lucas Pedersen, Carl Sterner, Mans Torresson et le petit, le minuscule, mais le ô combien talentueux, Alexander Zetterberg. Fait, encore ici, là, la Suède là, bâtit. La Suède n'amène pas nécessairement les meilleurs joueurs dans leur line-up, mais bâtissent une équipe qui est vraiment complète. On a des gros attaquants qui frappent fort, on a des power forward, on a des petits attaquants remplis de skills. Tout ça est très intéressant. On a dressé une liste d'attaquants là, qu'on voulait vous parler ce soir. On ne parlera pas de tous les attaquants. Mais on va commencer avec un avant qui m'intéresse grandement et j'ai nommé Jake Berglund.
Jay Berglund, qui est un centre pouvant jouer à l'aile gauche également, qui est classé 28e par la centrale de recrutement parmi les patineurs européens. Ah ben ouais, ça a été dur, celle-là. Qui a joué la majorité de sa saison en national, 41 matchs, 15 buts, 19 passes, 34 points, mais qui a également joué 8 matchs en SHL avec le club de Färjestad et qui a marqué un but. Vas-y, avec Jake Berglund, mon chum. Oui, ben comme tu disais, en fait, il n'apporte pas la meilleure équipe, mais il apporte l'équipe la plus... ils choisissent le joueur pour les rôles qu'ils veulent les utiliser. Ouais. Puis Jake Berglund, il en fait partie. Je te dirais que j'adore son côté défensif. C'est un gros bonhomme qui utilise bien son bâton pour, mettons, un bâton très rapide qui coupe vraiment des passes. J'ai vu en 5 contre 3, là, puis tu m'aurais dit que c'était 5 contre 4. Il était vraiment rapide pour un gros joueur. J'aime aussi son tir du poignet. Il y a vraiment un tir du poignet. Il est long à dégainer, mais je le trouve vraiment précis, son lancer. Sa game est quand même assez relativement complète. Je le trouve robuste, mais il pourrait l'être un peu plus. Ses batailles le long des rampes, ben, il n'en perd pas souvent. Protège bien sa rondelle. Ça va vraiment être un joueur de rôle. Je le vois beaucoup comme un centre de peut-être troisième trio parce qu'ils ont beaucoup d'excellents centres. Selon moi, ça va finir comme le centre de troisième trio de l'équipe suédoise. Ouais, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Jake Berglund, évidemment. Une belle shape comme ça. C'est pas le plus grand des patineurs, par exemple, là, ça j'en conviens. Là. Mais moi, ce qui est intéressant avec Jake Berglund, c'est que bon, j'ai écouté quand même beaucoup de ses matchs. Il avait joué 2 matchs aux 5 Nations. Il avait été blessé lors de 2 rencontres, ou bien en tout cas, je ne sais pas s'il avait été blessé ou laissé de côté simplement. Mais il avait joué 2 matchs aux 5 Nations, puis depuis ce tournoi-là, mais j'ai regardé ses matchs en SHL puis en national. Puis bon, en national, là, il joue en haut de 20 minutes par match, puis en SHL, il jouait 7, 8, 9 minutes par match. Mais je trouve que sa game est plus adaptée à la SHL. Malgré qu'il avait un temps de jeu vraiment limité, j'aimais mieux son match en SHL. Premièrement, il avait vraiment pas l'air d'un kid de 17 ans là, parmi ces hommes-là. C'est sûr que, bon, le 4e trio, il jouait ceux qui ont le 4e trio adverse. Là. Mais je trouve... En tout cas, j'ai trouvé que le step a été quand même facile. Je pense qu'il va être facile pour lui de monter ce step-là puis de jouer en SHL probablement l'année prochaine. Bref, ceci étant dit. Un gros attaquant qui... moi, je le vois vraiment comme un complément de trio. Là. Tu mets là ton... Tu sais, là, je vois sur notre liste à droite, là, Alexander Zetterberg. Là. Tu peux mettre Berglund avec Zetterberg. Berglund, il va faire de la place à Zetterberg. Ouais. Berglund, il prend beaucoup de place en zone offensive. Il aime aller devant le filet adverse. Il aime aller devant le filet adverse pour attirer l'attention des défenseurs adverses, pour laisser de l'espace à ses compagnons de trio. Donc, un petit joueur comme Zetterberg pourrait bénéficier de ça. C'est ça, il prend de la place, sa patinoire, il est bon en protection de rondelles. Également, là, j'aimerais ça le voir jouer peut-être une game plus physique, mais sans donner la grosse mise en échec qui va donner le momentum de son côté, là, la grosse mise en échec qui vont faire bondir les gens de leur siège dans les estrades. C'est quelqu'un qui utilise sa force physique, il utilise sa grandeur, sa portée en protection de rondelles. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Est-ce que son potentiel offensif, il y a un plafond NHL? Ça, je ne le sais pas. T'sais. Souvent, là, les Suédois puis les Finlandais, là, les Scandinaves, souvent, là, ils vont avoir plus des games complètes. Là, ils sont souvent rodés de même. Là. Bon, pas tout le monde, là, je vois encore Zetterberg ici, là, mais ils vont avoir des games plus complètes.
Moi, je me rappellerai tout le temps, là, quand le Canadien a repêché Jacob Delarose, là, c'était la 8e merveille du monde. Parce que c'est vrai, Delarose, là, quand il jouait en Suède, là, il faisait tout bien sa patinoire aussi. C'était un gros bonhomme. C'était pas le plus rapide, mais c'était un gros bonhomme qui allait en avant du filet adverse, qui prenait de la place. Un peu tout ce que je viens de dire de Berglund. J'aurais pu dire de Delarose aussi. Ouais, il est gros, j'aimerais ça le voir frapper plus, mais il sert de sa force physique en protection de rondelle, tu sais. Puis ça a fait de la boîte dans la Ligue nationale. Pourquoi? Mais à cause qu'il n'y avait pas vraiment un potentiel offensif. Fait que Berglund, je me questionne un peu là-dessus en ce moment, mais de ce qu'il démontre cette année, je l'aime beaucoup. Est-ce que je vais dépenser un choix de première, deuxième ronde sur lui? Non. Mais le parallèle est intéressant, par exemple. J'aimerais ça que non, parce que je l'aime beaucoup, Berglund. Mais je pense vraiment qu'il va avoir un rôle important. Avec la Suède, par exemple, pour ce championnat-là, il devrait avoir un rôle très important. Des choses à rajouter sur Jake Berglund? Non, je te dirais que dans l'ensemble, tu l'as quand même assez bien décrit de plus. Un petit fait à noter, c'est que c'était le deuxième meilleur buteur de son équipe dans le J20. Puis, c'est ça. Il est capable de marquer des buts. Ouais. C'est pas un gars qui va... c'est un bon complément de trio, c'est ça. Ouais. Mais c'est bon ce que tu dis, c'est un gars qui va marquer ses buts, là, pas en faisant la petite shot top corner. Là. C'est un gars, il va aller se stationner. Tabarnak, c'est dur, celle-là. Se stationner en avant du but adverse, il va prendre les retours, il va lever des shots. Il va. Ouais, non, c'est intéressant. C'est ça, comme on parle, la Suède, ils en ont apporté pas juste un joueur de même. Ils en ont une couple de joueurs qui. C'est vraiment des compléments de trio. C'est un peu. Ouais, puis je pense que c'est ce genre d'équipe-là qui peuvent battre les États-Unis, tu sais. Ouais. Ils sont bien bâtis. On se donne rendez-vous en finale Suède-États-Unis. Le prochain attaquant qu'on veut discuter avec vous, c'est Linus Eriksson, qui est un centre de 6 pieds, 185 livres, qui est classé. J'ai été grandement surpris. Je pense que c'est l'attaquant le mieux classé au prochain repêchage par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, qui est au 10e rang parmi les joueurs européens. Je sais que Salin Wallinius il est classé plus haut, mais parmi les attaquants, 10e, il a fait un gros bond de mémoire avec le classement de mi-saison. C'est un joueur qui a joué en 2e division suédoise. Vous voyez là, pratiquement tous les joueurs qu'on vous décrit là, depuis le début du podcast, c'est des joueurs qui jouent en national cette saison. Lui a joué 25 matchs en national, mais il a joué 29 matchs avec Djurgården en 2e division suédoise. Il a amassé 11 points, 3 buts, 8 passes. Oui, vas-y, pisser, vraiment, ça ne me dérange pas. Il a ajouté 9 matchs en séries éliminatoires. Ben, ce n'est pas des séries là, en 2e division, c'est plus la qualification pour monter en 1re division. Il a joué 9 rencontres, il a marqué 4 buts. Donc, il a vraiment joué là, du gros hockey là, lors de la qualification avec Djurgården, Linus Eriksson. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui fait tout bien là, sur la patinoire. Il est très rapide. Il a une vision du jeu, j'allais dire élite. Là. Il a une très bonne vision du jeu. C'est pas le style de joueur qui va faire le gros jeu spectaculaire, qui va il y a des bonnes mains, mais c'est pas lui qui va faire bondir les spectateurs de leur siège avec une feinte là, à tout casser. J'ai envie de vous dire, là, on le dit souvent dans nos podcasts, là, il est bon dans tout, excellent dans rien. Même si j'aime quand même là, sa vitesse là, beaucoup. Je dirais que j'aime sa vitesse et j'aime son intelligence. Il est très intense en repli défensif. En fait, il est très intense tout le temps. En échec avant, en repli défensif. Quand tu le vois jouer, là, on le voit là, qu'il accorde une grande importance à son jeu dans les trois zones. Puis voilà. Moi, je l'ai écouté là, une couple de fois cette année. Il y a tout le temps des bonnes cotes. Il n'y a jamais des cotes exceptionnelles, mais il n'y a jamais de mauvaises cotes. Donc, je note une belle constance chez eux. C'est un gars qui a quand même joué avec des adultes cette saison. Puis
il s'est illustré. Là. Quand il est allé aux toilettes, Brabant, là, je disais, là, il a marqué 3 buts en 29 matchs cette année. Ouais, puis il a fait la même affaire en playoff, je pense. Mais il y a 3 buts en 29 matchs, mais il y en a 4 en 9 matchs en série. Ouais. Fait que, tu sais, là, il y a une progression. En plus d'être constant dans les 3 zones, il y a une progression cette saison. Moi, je l'aime beaucoup. Puis probablement, c'est ça que la centrale de recrutement de la Ligue nationale ont vu aussi, parce qu'il est classé 10e. Là. 10e, là, c'est un potentiel choix de première ronde. Linus Eriksson, c'est un nom à surveiller. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur lui? Ouais, ben, je ne sais pas tout ce que tu as dit, mais moi, ce que j'avais marqué, c'est que c'était vraiment un joueur polyvalent. Puis, en plus, je pense que je t'ai entendu le dire aussi. Il est pas excellent dans tout, mais il est bon dans. Il n'est pas excellent dans rien, mais il est bon dans tout. C'est ça. Puis c'est un peu ça que j'avais remarqué aussi. Là, son coup de patin, ses mains, c'était vraiment ses bonnes qualités. Ses replis défensifs étaient très bons aussi. Mais je ne voyais pas beaucoup de faiblesse dans son jeu. Là. C'était vraiment quand même complet. C'est pas le genre de joueur qui va être physique. Fait que tu ne peux pas lui demander d'être physique. Fait que ça a comme pas d'importance ben. Mais non, c'est vraiment un joueur complet. Là. Non, 100%. Puis il va avoir un rôle dominant là, avec la Suède là, au prochain championnat mondial. J'ai hâte de les voir positionner le trio parce qu'on parle, mettons les 3 attaquants qu'on a parlé, c'est les 3 centres. Ouais. J'ai hâte de les voir choisir le joueur. Mettons, Lucas Pettersson, selon moi, c'est le joueur de centre. Là. Mais après ça, c'est tous des joueurs de centre. Ben, Berglund, il peut jouer à l'aile. Moi, je pense qu'ils vont mettre Berglund à l'aile. C'est sûr qu'il joue au centre, là, en national. Là. Mettons, Zetterberg, ça joue au centre. Eriksson, ça joue au centre. Pettersson, ça joue au centre. Wozniak, ça joue au centre. Ouais, Wozniak, ils vont le mettre à l'aile, moi, je pense. Il ne donnera pas. Ils donneront pas. Mais peut-être, là. On dirait que je parle comme si j'étais sûr. Là. Non, mais tu sais, ça se peut. Là. Souvent, les gros bonhommes de même, ils aiment bien ça, les mettre à l'aile. Là. Mais tu me fais allumer sur quoi? Là, ils ont une tabarnak de ligne de centre. Là. Ah, c'est fou. Lucas Pettersson, déjà en partant, t'es quand même assez. Je pense qu'ils ont une meilleure ligne de centre que celle des États-Unis. Ben, je pense que côté centre, je pense que oui. Ben oui, la ligne de centre. La ligne de centre, ouais, c'est ça, sans talent, là, mettons, mais côté centre, ouais, oui, je suis d'accord. Ils sont surtout plus imposants. Mettons que tu ne mettes pas Zetterberg. Là. Ouais, c'est sûr que Zetterberg, ça te baisse une moyenne de grandeur et une moyenne de grosseur. C'est étude de valeur parce que Chris, il est bon. C'est fou. Oh. Prochain attaquant qu'on veut vous parler, Melvin Fernstrom, attaquant de 6 pieds, 187 livres, qui est classé 23e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Fernstrom qui a quand même joué 6 matchs cette saison en SHL avec l'équipe d'Orebro. Mais il a joué la majorité de sa saison en national où il a disputé 45 matchs, 31 buts, 32 passes pour un total de 63 points. Il a ajouté 10 points en 8 rencontres en séries éliminatoires. Jusqu'ici, c'est un attaquant justement qui stat beaucoup. Je pense que tu l'aimes bien gros, Melvin Fernstrom. Hein? Ouais, moi je l'aime beaucoup. On parlait de Eriksson qui est un joueur complet. Fernstrom, je le considère un peu comme ça aussi. Il y a peut-être un peu plus de lacunes qu'Eriksson, mais côté offensif, il l'a vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un joueur, je le trouve calme avec la rondelle. Il apporte on dirait que quand il est sur la patinoire, on dirait que ça l'apaise les autres joueurs. On dirait que ça ralentit le jeu, sans ralentir le jeu, mais on dirait que tout se passe super bien quand il est sur la patinoire. J'ai trouvé qu'il y avait une vraiment bonne vision. Il y a une bonne vision du jeu, mais j'aime surtout son positionnement. Ses 31 buts en dit long. Là. Il se positionne vraiment bien en zone offensive. Puis il y a un très bon tir des poignets qui trouve souvent le fond du filet. Puis tu sais, c'est un coéquipier de trio de Zetterberg. Fait que en playoff, ça a été. Il y a 10 points en playoff. Zetterberg en avait 14. C'est le 3e ou 4e meilleur pointeur des playoffs dans ces eaux-là. Son jeu défensif, je trouvais que défensivement, c'est un gars de piqué aussi. Il joue très bien son rôle, puis son calme fait en sorte qu'on dirait qu'il apporte tout le temps les joueurs vers l'extérieur. Sans le vouloir, on dirait tout le temps que les joueurs ont tendance à aller vers l'extérieur en jouant contre lui. C'est ce que j'avais remarqué. Puis dans l'ensemble, je trouvais vraiment que c'était un joueur qui était assez complet aussi dans sa game.
Intéressant. Moi, j'avais noté qu'il y a un bon lancer. Oui, très bon lancer, ça. Il y a une touche de marqueur qui est assez excellente. Là. Moi, je ne le vois pas aussi complet que toi. Là. Je suis curieux. Je t'entends. Je ne suis pas que tu as tort, vraiment pas. Là, mais j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir au championnat U18. Moi, je trouvais que des fois, il se traînait les pieds en repli défensif. Mais tout ce que tu dis là, concernant son lancer, sa touche de marqueur, c'est 31 buts. Hein, c'est pas pour rien non plus. Là. Moi, je pense que ça peut être un arme très dangereuse sur l'avantage numérique de la Suède. Mais c'est ça, moi, je l'ai vu jouer il y a même plusieurs fois, puis il ne cote pas beaucoup. Là. Je sais pas. Peut-être que je suis trop chaud quand je visionne ces matchs. Mais comme je te dis, il y avait une coupe de lacunes. Mettons, comme tu dis, ses replis défensifs, je le trouvais qui était relâché un petit peu. Mais moi, ce que j'aimais moins, c'était quand il sortait de la zone. Je trouvais qu'il sortait vraiment rapidement de sa zone. Okay. C'était pas mal ces deux points. Mais quand je dis polyvalent, c'est son jeu défensif et son jeu offensif. Mettons, j'aurais pas dû dire polyvalent parce que dans les 3 zones, il est peut-être pas top. Mais en défensif puis en offensive, moi, je trouve qu'il coche quand même pas mal. Intéressant. On va le voir. Jeudi prochain. Il joue-tu jeudi prochain? Je ne sais pas s'il start. Je ne sais pas si on va le voir ça. Ben oui, Colin. Jeudi prochain, à midi, on a un match Suède-Canada, les amis. Oh oui! Suède-Canada, on commence le tournoi en force. Midi, heure de l'Est. M'a prendre mon jeudi après-midi de congé. Prochain espoir. J'ai hâte qu'on en parle, lui. Et j'ai nommé Jakub Wozniak. Jakub Wozniak, c'est un prospect de premier choix pour le repêchage de 2025. Le premier choix, on parle d'un prospect top 5 pour le repêchage 2025 de la Ligue nationale. Il est né le 1er février 2007. Là. Ça commence à être jeune pas mal. Puis malgré sa jeunesse, mesure déjà 6 pieds 3, pèse 180 livres. Fait cocasse du côté de Wozniak. Il est né en Australie, à Adélaïde. Donc, il a la double citoyenneté là, suédoise, australienne. Cette saison, malgré son jeune âge, a joué 2 matchs en SHL avec le club de Luleå. Mais il a joué 36 rencontres en national pour un total de 22 buts, 28 passes, 50 points en 36 matchs. Il a ajouté 5 points en 4 matchs en séries éliminatoires. Donc, c'est vraiment un espoir de très, très grande qualité l'année prochaine. Je ne sais pas si... moi, je n'ai pas beaucoup de visionnement sur lui cette année, là, mais on l'avait vu au 5 Nations de mémoire. Ouais. Il y avait de chevaux, Linka Gretzky, en début de saison, mais je peux aller voir. Il a fait le World Hockey Champion, je pense, le WHC. Ça, c'est les 17, ça? Ouais, ça, c'est. Il n'a pas fait le Linka, ouais. Il a fait il a fait le U17, mais il n'a pas fait le Linka. Bref. Il a fait un point par match U17, 7 à 7. Mais on l'avait vu aux 5 Nations quand même. Il avait quand même bien paru. Là. Dans l'ensemble, je le trouve quand même assez bon pour de vrai. Un gros bonhomme, un gros potentiel. Sa force, c'est son lancer. Moi, je pense qu'il y a un excellent lancer sur réception, puis un excellent lancer du poignet. Excellent, en fait. Un très bon lancer. Parce qu'il est précis, je trouve, son lancer. Précis, ouais, c'est plus ça, que fort, plus que puissant. Ouais, exactement. Mais son lancer sur réception, je trouvais qu'il avait quand même, à 6 pieds 3, tu as quand même une bonne dégaine un peu. Là. Mais je trouvais qu'il était mobile pour un gros défenseur. Un gros attaquant. Ouais. Un gros attaquant, mais c'est pas le plus rapide, par exemple. Il n'y a pas un coup de patin à tout casser, mais je trouvais qu'il protégeait bien sa rondelle. Il allait dans les bagarres à 1 contre 1. Je pense qu'il pourrait polir un petit peu son jeu. Son jeu de passe. Je trouvais souvent qu'il essayait trop d'en faire. Il aurait pu garder ce jeu simple. Il essayait tout le temps des petites passes un peu fancy qui marchaient plus ou moins. Elle marchait une fois de temps en temps. Mais tu sais, il reste encore du temps pas mal pour progresser.
Mais dans l'ensemble, moi, je pense que ça va être une autre arme assez redoutable pour la Suède. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Mais ça fait juste lui donner de l'expérience. Puis, il a fini meilleur pointeur de son équipe J20. Il a-tu joué, c'est J20 ou J18? J20, je pense. Il a joué J20, oui. Il a joué J20, ouais, c'est ça. Ça a été le meilleur pointeur de son équipe J20. 5 points en 4 matchs en playoff. S'il garde son jeu simple, moi, je pense qu'il pourrait très bien s'en sortir durant le tournoi. Ouais, moi, en fait, là, je ne répéterai pas ce que tu as dit, mais la précision de son tir, je l'ai trouvé vraiment excellente. Un gars de 6 pieds 3, sauf que tu le vois qu'il est frêle un peu. Là. Tu le vois, là, que c'est normal, là, il a 17 ans aussi. Là. Mais tu sais, en tout cas, je pourrais te comparer à d'autres joueurs de son repêchage en 2025. Puis tu le vois, puis je suis quand même surpris de le voir à 180 livres, là, mais tu le vois, il est frêle, il manque de force physique. Chose qui va rectifier là, avec le temps. Là. Si c'est 3, tu as des chances de peser 200 livres facile. Là. Ouais. Puis là, il est 6-3, il va peut-être finir à 6-4. Là. Puis si on fait une entrevue avec, il va peut-être finir à 6-6. C'est pas vrai. C'est une joke. Ouais, je suis déconcentré. Mais puis je regardais des mock drafts là, 2025 un peu aujourd'hui pour voir où est-ce qu'il se positionne Wozniak. Parce que, tu sais, je regardais le repêchage 2025, puis on a quand même beaucoup de visionnements sur plusieurs joueurs en ce moment, tu sais. Puis, tu sais, je pense à un gars, c'est sûr que là, il y a Wozniak, là, je vais parler de top 5, là, c'est peut-être plus un top 10 l'année prochaine. Il y a Anton Frondel en Suède qui ne sera pas là cette année. Il semble être blessé. Là. Son dernier match a été joué en février. Mais tu sais, je pense, tu sais, mettons, on prend un Porter Morton. Tu sais, moi, Porter Morton, il est avant Wozniak en ce moment. James Adams, évidemment. Moi, James Adams, c'est mon numéro 1 l'année prochaine. Roger McQueen également. Tu sais, c'est du... ouais. C'est parce que je pense à ces joueurs-là, puis je me... tu peux rajouter, si on y va dans ce sens-là, tu as Malcolm Spence. Ouais, puis tu sais, t'as Michael Misa. Ouais. Logan Hensler des États-Unis. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai dit top 5 tantôt. Là, j'ai peut-être été un peu généreux, là, mais je vais y aller avec un top 10 pour Jakob Wozniak. Mais surveillez-le au Chamonix 18. Il devrait avoir du temps de glace de qualité. Puis il devrait avoir un rôle offensif avec cette équipe-là. Là. Je le vois bien jouer sur un avantage numérique. Voilà, un espoir de qualité pour 2025. Commencez votre scouting pour le repêchage 2025 de la Ligue nationale au Chamonix 18 en regardant Jakob Wozniak le 25 avril contre le Canada. Voilà. J'ai chaud aussi. Prochain attaquant qui est un attaquant extrêmement énigmatique. Il y a le fun d'avoir joué un esti, par exemple. Qui est bon. J'ai nommé Viggo Nordlund. Bon, Viggo Nordlund, l'histoire avec lui, il est né le 22 septembre 2006. Donc, lui, comparativement à bien des joueurs qu'on vous parle dans nos podcasts, ce joueur-là, s'il était né 8 jours avant, il serait disponible au repêchage 2024. Mais là, le 22, ça va être un des plus vieux l'année prochaine. L'histoire dans tout ça, c'est qu'il n'est même pas classé sur aucune liste en ce moment pour 2025. Nous autres, on va le classer, par exemple. Ben, Chris. Nous autres, on va le classer. Street Scout va le classer. Si, on va se classer, nous autres. C'est mon boy. Et voyons. Mais oui. En fait, pour le petit portrait, Viggo Nordlund, un attaquant de 5 pieds 9, 165 livres, admissible au repêchage l'année prochaine de la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur qu'on a vu au Linka Gretzky en début de saison, premièrement. Il a joué sa saison en national avec le Skellefteå. 37 matchs, 9 buts, 26 passes, 35 points. Bon, 9 buts en 37 matchs. Je vois, c'est sûr, ok, ouais, Simon aussi, mais je comprends, Chris, qui ne peut pas être classé au repêchage 2025 à date. Ouais, mais attends un peu. Écoute bien ce que je vais te dire, mon ami. En séries éliminatoires, il a joué 9 matchs, toujours en national.
7 buts, 15 passes, 22 points en 9 matchs. 7 buts, 15 passes, 22 points en 9 matchs. Puis moi, ça se trouve que c'est ces rencontres-là que j'ai visionnées sur ce gars-là. Puis Ouais. il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Puis là, bon, j'exagère peut-être, là, mais juste le dernier match que j'ai vu de lui, là, 20 minutes, 21 de temps de jeu. Son équipe a gagné 5-3. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce match-là. Non, Son équipe a gagné 5-3. Viggo Nordlund a fait 2 buts, a amassé 3 mentions d'aide, mon ami. C'était l'enfer. Oui, c'est un petit attaquant. Oui, mais c'est un 165 livres. Je le vois plus gros, sa patinoire. Il patine assez large. Là, ça ouais, fait quand même. je ne suis pas en train de dire qu'il est fort physiquement, là. Mais en tout cas, son gabarit en ce moment en national n'est pas un facteur négatif pour lui. La rapidité d'exécution que ce joueur-là a avec la rondelle et sans la rondelle est, j'allais dire élite, mais qui est excellent. La vitesse de son lancer, bon lancer, pas le plus puissant, mais bon lancer, assez fort, précis, mais c'est la vitesse ouais, sa vitesse d'exécution sur son lancer est phénoménale. Extrêmement rapide. La vision du jeu est là. Ses passes sont décochées rapidement. Effectue des passes à faible pourcentage. Les réussit souvent. Moi, en séries éliminatoires, ce joueur-là, je ne sais pas vraiment. Là, toi, tu es meilleur que moi dans les stats. Là, mais je ne sais pas si tu as des statistiques des meilleurs pointeurs en national, en séries éliminatoires. Là, je ne sais pas, ça C'est le serait. premier. C'est le premier, puis ouais, il est premier à 22. Le deuxième, c'était dans la même équipe, il y avait 20. Puis après ça tombait à Zetterberg à 14. Ah ouais, puis le deuxième, c'est Oscar Violette, qui a 14 buts en 9 matchs, by the way, qui est un espoir admissible au prochain repêchage, lui, qui est un espoir à surveiller également. Bref, voilà mes observations sur Viggo Nordlund. Je l'adore. Puis vous l'aurez entendu la première fois sur le Street Scout podcast parce qu'on va en entendre parler l'année prochaine, j'en suis convaincu. Toi, qu'en penses-tu de Viggo Nordlund? Ben oui, je te dirais, sans rajouter ce que tu as tout déjà dit, moi je pense que c'est le Suédois que j'ai vu une plus grosse amélioration dans son jeu. On l'avait vu aux 5 Nations, je l'avais trouvé correct. J'avais pas eu beaucoup de notes sur lui, mais quand tu me lançais son nom hier puis que j'ai fait des visionnements, on dirait quasiment que j'ai eu de la misère à m'arrêter de le regarder tellement qu'il est beau à voir aller sa patinoire. Il est C'est vraiment bon. l'enfer. On parle d'un petit joueur, mais c'est rare qu'on parle de mobilité d'un joueur. Il est mobile, il a des mains, ça va super bien, mais un joueur agile que tu ne vois jamais se faire frapper. Il va dans les batailles, là, puis on dirait un serpent qui passe au travers des gars. Il arrive sur le long de la bande, là, puis il se faufile entre la bande puis le joueur, sort avec la rondelle. Pour de vrai, c'est de toute beauté de le voir aller. C'est ça, c'est vraiment des belles combinaisons de main, mobilité, vision. Il y a tout pour être bon. Son gabarit, peut-être un petit point d'interrogation qui peut être tannant, Évidemment. mais j'ai pas vu de situation où il se compromettait vraiment. Puis tu sais, c'est un joueur acharné. Fait que, il va dans le coin. Il n'avait pas peur d'y aller. Il soutirait des rondelles. Il était vraiment intense comme joueur, en plus d'être un fabricant de jeu, un marqueur, il y avait il cochait toutes les cases offensivement. Oui, puis tu as parlé de son acharnement, je n'ai pas parlé, mais tu as raison. C'est oui, Chris, oui. J'aimais beaucoup son acharnement. On a parlé un peu off-cam, je ne suis pas encore seté sur mes comparaisons, puis j'aime pas ça d'en faire, là. Mais moi, je vois un petit Gavin Brindley en lui. Ouais. Brindley, là, en ce moment, c'est un petit pitbull, là, Nordlund, pas encore, là. Mais en tout cas, je vois jouer Vigo, là, puis il me fait penser à Gavin Brindley. Bon, l'avenir nous le dira, là. Mais vous l'aurez entendu la première fois au Street Scout Podcast, Viggo Nordlund. Même, je suis allé voir sur Elite Prospect. Puis Elite Prospect, en ce moment, dresse, pour le repêchage de 2025, ont dressé 95 noms admissibles, intéressants au repêchage 2025. Et Viggo Nordlund n'y figure pas. Ils sont malades.
Vous l'aurez entendu sur le Street Scout Podcast. Ils sont complètement sautés. Ils sont complètement sautés. Ça connaît rien. Ça connaît rien, ce monde-là. Ça connaît rien. Non, c'est pas vrai. Le prochain, un attaquant, il nous en reste 4 qu'on veut vous parler. La Suède, un gros club. Hein. On voulait vraiment vous dresser un portrait le plus juste possible de cette nation qui disputeront la médaille d'or en Finlande à partir de jeudi prochain. Lucas Pedersen. Lucas Pedersen, hein, on le connaît tous les deux, on l'aime beaucoup. Pour le petit portrait, je m'en viens sur leur line-up, ça ne sera pas bien long. Lucas Pedersen, qui est un joueur de centre de 5 pieds 11 pouces, 172 livres, qui est classé au 16e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. C'est un joueur qui a joué 5 matchs en SHL cette saison avec le club de Modo, mais était l'assistant capitaine du club de Modo Junior là, en national. En 44 matchs cette saison, 27 buts, 30 passes, 57 points. Oui, 57 points en 44 matchs. Lucas Pedersen. Vas-y, mon chum, avec ton analyse de ce joueur. Moi, je te dirais, premièrement, sa plus grosse force, c'est les mises en jeu. C'est clairement, selon moi, ça va être clairement, si ce n'est pas le centre numéro 1, ça va être le centre qui va être utilisé dans toutes les situations qui vont être importantes, les mises en jeu qui vont être des mises en jeu importantes. Selon moi, ça va être le centre qui va être utilisé pour ces situations-là. As-tu des statistiques sur ces face-offs dans tes visionnements? Moi, dans mes visionnements que j'ai, là, c'est du 12 en 20, 13 en 20, j'ai 14 en 21. Ça fait que au final, ça te fait des 60, des 65% de mise en jeu. Fait que ce qui est très bon, en fait. Là. J'aurais aimé ça vous donner le pourcentage total là, de toute sa saison. Mais en général, ça ressemble pas mal à ça. Là. C'est vraiment c'est une de ses grosses forces. Puis les grosses forces que moi j'aime aussi de lui, c'est je trouve vraiment que c'est un des bons fabricants de jeux que la Suède va avoir cette année. Voyons, c'est ça. C'est un des bons fabricants de jeux que la Suède va avoir cette année. Je trouve qu'il est quand même assez rapide, des bonnes mains. J'aime bien son lancer sur réception. Je trouve qu'il se positionne bien en zone offensive pour le one-timer. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais remarqué aussi qu'il avait fini meilleur pointeur de son équipe U20. Il était utilisé sur toutes les unités spéciales, autant powerplay que piqué. C'est sûr que quand tu es un centre qui excelle au centre, tu as des bonnes chances de jouer un peu partout. Là. Mais selon moi, il va avoir une vraiment belle utilité pour la Suède lors du tournoi. Ah non, vraiment, là. Puis vous visionnerez les matchs de la Suède. Là, c'est un joueur que vous allez voir dans votre écran assez souvent. Parce que oui, il est bon offensivement, mais il est également très bon défensivement aussi. C'est un joueur qui est extrêmement responsable, qui est sensible à son jeu dans les 3 zones. Moi, je le vois très, très, très intense en repli défensif. Là, vient aider ses défenseurs. Et tout le temps, le premier homme là, revenu dans sa zone. Même que des fois, je le trouve trop actif dans sa zone. Ses pieds sont tellement tout le temps en mouvement que des fois, il se fait prendre à contre-pied par un adversaire. Puis... bref, des fois, il sort un peu du jeu défensivement tellement qu'il est actif sur patin. Mais bon, j'aime mieux qu'il soit de même, qu'il soit comme Neil Yakupov, mettons. Là. Mais non, moi, je l'adore. Là. Je ne sais pas si je vois une production offensive là, énorme pour lui. Ben, dans le tournoi ou bien... en fait, je ne sais pas si je vois un potentiel offensif au prochain niveau de son côté. Je ne suis pas encore fixé là-dessus. Mais il est très rapide, il est extrêmement intelligent, belle qualité de passe, fabricant de jeu, j'embarque là-dessus. Il peut jouer sur ton désavantage numérique. Il est très intense sur la rondelle, il est très impliqué dans le jeu. Il ne prend jamais de chiffre de repos. Là. Ouais. Il est toujours très, très, 100%. Très intense. Le genre de joueur que tous les entraîneurs veulent dans son équipe. Donc, Lucas Pedersen. Bon, il est classé 16e, là, mais moi, je ne serais pas surpris de le voir sortir en première ronde dans la Ligue nationale. Là. Voilà pour Lucas Pedersen. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je suis bien d'accord avec toi. On y va avec notre prochain attaquant. Et j'ai nommé
Carl Sterner, qui est un ailier droit de 6 pieds 3, 187 livres, qui est classé là, au 106e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Donc, un choix assez très lointain. En 45 matchs en national cette saison, 34 points, 15 buts, 19 passes. Qui a eu des bonnes séries éliminatoires, par exemple, une production offensive de 5 points en 7 rencontres. Tu voulais-tu y aller avec Carl Sterner? Ouais, je peux bien commencer. Moi, j'ai pas j'ai quand même beaucoup de visionnements, mais j'ai pas grand-chose à dire à part que c'est un autre gars de rôle qui va. Ouais. Tu sais, c'est un travaillant, il va aller se positionner en avant du filet, il va ramasser des goals en prenant des retours de lancer, cachant la vue du gardien. Il est capable de donner des mises en échec, mais c'est vraiment pas. J'aimerais ça le voir un peu plus physique. Lors du tournoi, ça me surprendrait que ça arrive qu'on le voie un petit peu plus physique. Mais c'est ça, il se crée beaucoup d'espace devant le filet adverse. Il fait sa petite place, puis il s'installe là, puis ça va être moi, ça va être son rôle pas mal. Mais j'avais-tu marqué que je. Ouais, c'est ça. Non. Je pensais qu'il. Non, c'est ça, surprenamment, je ne l'avais pas vu jouer en piqué. Je pensais que ça allait être un joueur de piqué, mais non. Il joue un peu sur le powerplay. Fait que peut-être un rôle sur le deuxième powerplay, ça pourrait arriver devant le filet. Mais c'est ça. C'est quand on parlait des joueurs moins talentueux que la Suède a apporté, c'est un peu de ce style-là, mais qui a son utilité à l'équipe. Intéressant, intéressant. Ben moi, Sterner, là, les premiers visionnements que j'ai eu sur lui, c'était au Saint-Nation. Puis il m'avait vraiment pas impressionné. Là. Il avait vraiment un rôle dans le bottom six là, avec la Suède. Il m'avait vraiment pas impressionné. Dernièrement, je l'ai écouté un petit peu en national. Puis je le trouve. En tout cas, je sais pas s'il s'est amélioré ou il a juste eu un mauvais tournoi. Mais j'aime mieux son match, mais je vois encore ses lacunes. Tu sais. Ouais. Il y a une belle combinaison là, de gabarit et mobilité. Ce n'est pas le plus rapide, mais la vitesse n'est pas une lacune chez lui. Là. Il y a un coup de patin correct. Il y a un gros gabarit. Oui, il pourrait donner plus de coups d'épaule, mais sa game physique en général me plaît. Sauf que je trouve que tantôt, on parlait là, de Pedersen qui était toujours à 100% à tous ses chiffres. Ouais. Sterner, des fois, il y a des chiffres que je trouve qu'il se laisse traîner les pieds. On dirait que des fois, là, le jeu va un petit peu trop rapidement pour lui. Il est comme un peu perdu, puis il fait comme geler sa patinoire. Ouais. Puis ça l'arrive parfois, mais en tout cas, dans mes derniers visionnements, ça l'arrivait quand même assez souvent. Mais quand il est dans sa zone, puis quand il est impliqué offensivement, il y a vraiment son utilité. Là. Oui, il va se poster en avant du but. Puis, tu sais, des fois, je trouvais là, qu'il allait vraiment proche du gardien adverse pour obstruer la vue du gardien puis attirer l'attention des défenseurs. Puis, par exemple, il y avait un de ses coéquipiers qui avait la rondelle dans le coin de la zone. Puis tout d'un coup, Sterner, il faisait comme se retirer, puis il allait un petit peu plus haut dans l'enclave, recevait une passe rapidement, puis décochait un lancer vif. Puis un bon lancer, je trouve. Un bon lancer, une belle pesanteur, une belle précision. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Je le trouve trop inconstant par moment. Je le projette pas. Je le projette pas au prochain niveau en ce moment. Je le vois un peu comme Jake Berglund. Tu sais, tantôt, on a parlé de Jake Berglund là, concernant la tête de la Suède. Tu sais, Sterner, c'est un peu dans le même moule, mais Sterner, il est comme 2 coches en dessous là, de Berglund en ce moment. Là. Mais bon, peut-être profitera-t-il de ce tournoi-là là, pour se relancer. On verra. Donc, voilà pour Carl Sterner. Tu avais terminé de ton bord? Oui, j'avais terminé de mon côté. Notre avant-dernier attaquant qu'on veut vous jaser aujourd'hui, c'est Alexander Zellerberg, qui est un petit joueur de centre de 5 pieds 8, 159 livres, qui est classé au 30e rang par la centrale de recrutement national. C'est quand même un bon classement là, pour un gars de son gabarit. Là. Zellerberg, qui a joué 45 matchs en national cette saison, 21 buts, 37 passes, 58 points. Donc, une grosse production offensive. A ajouté 14 points, 8 buts en 8 matchs en séries éliminatoires. Donc, de grosses playoffs là, pour notre chum Alexander Zellerberg.
Vas-y, ton analyse pour ce petit attaquant. Ben, moi, je te dirais que c'est un attaquant que j'adore. Excellente vision du jeu. Si tu dirais que tu as un corps arrière en attaque, ça serait ce genre de joueur-là qui gère toute l'offensive. Il va générer beaucoup de jeux qui va être généré à partir de lui. D'excellentes mains. Patineur quand même relativement rapide. Très mobile, agile. Vraiment intelligent. Il ne va pas se mettre dans des situations où il va vraiment se compromettre le long des rangs. Tiens, mettons, Norlund, lui, il va passer le long des rangs. Ben, Zetterberg, lui, il va tout être le genre, on va dire, le petit sneaky, qu'il va avoir une bataille un contre un, puis c'est lui qui va arriver chercher la rondelle, puis qui va repartir avec. C'est rare que tu vas le voir se faire plaquer, parce que je le trouve vraiment intelligent, c'est ça, il joue vraiment bien sa game. C'est de valeur, par exemple. Calisse que c'est de valeur. Mais ça va être clairement le chef d'orchestre de cette attaque-là. Là. Il va générer beaucoup d'offensives alentour de lui. Là. Moi, je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans ma réflexion sur Zetterberg, mais je regardais mes notes un matin. Ce gars-là, il a fait 6 points en 4 matchs au Linka Gretzky en début de saison. Puis il avait vraiment été bon. Là. Je me rappelle, on s'en parlait, on tripait dessus les deux. La saison passe. Il y a le tournoi des 5 nations. C'est encore lui. Il faisait un minimum d'1 point par match. Il était extrêmement impliqué dans tous les matchs. La Suède qui ont battu les États-Unis là, pour remporter là, ce tournoi des 5 nations-là. Nommez l'équipe d'étoiles? Il me semble que oui. C'est la mienne ou bien? Ben, je pense, mettons, ils te sortent les 3 attaquants, les 2 défenseurs puis le gardien. OK. Ouais, moi, je l'avais sorti une aussi, là. Ouais. Mais parce que moi, elle de l'IHF, je m'en calisse. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais je me rappelle pas si j'avais mis ça en mienne. Tu me fais allumer. Tu me fais allumer. Je me rappelle pas non plus. Mais il avait vraiment été bon, bref. Il avait vraiment été bon. Puis, tu sais, puis même que l'autre fois, j'étais en train de réfléchir à savoir si je le mettais sur ma Hartford list. Parce que je le trouve tellement petit, j'ai tellement de la misère à le projeter au prochain niveau. Sauf que ce joueur-là, cette année, il fait ce qu'il a à faire, en fait. Parce qu'à tous les visionnements que j'ai de lui, il y a tout le temps des grosses cotes, il y a tout le temps des grosses notes. Il remplit le fil adverse. S'il ne le remplit pas, mais il va aller. Puis, tu sais, il fait des passes. Puis, je le dis quand même assez souvent, ça, mais des passes à faible pourcentage. Je l'ai marqué aussi. Puis lui, il augmente ce pourcentage-là de réussite parce qu'il est tellement intelligent, il fait la passe au bon moment. Il a un lancer qui est un bon lancer. Pas lourd, mais précis. Il est extrêmement rapide. Il est juste vraiment petit. C'est un petit joueur qui... Ça fait rire des fois à Félix, ça, quand je dis ça, mais c'est un petit joueur qui joue petit. Là. C'est vrai, Chris. Il est minuscule. On parlait de Viggo Nordlund tantôt, là, puis on parle de 2 joueurs sensiblement du même gabarit. Là. Mais sur la patinoire, c'est pas. Ça paraît pas pantoute. Ça paraît pas pantoute. Mais je sais pas, juste. Puis, tu sais, encore. C'est étonnant parce qu'il déborde de talent. C'est plate. Ouais, plate. Mais je suis en train de me dire. Je sais pas. Tu sais, moi, ça me fait penser à Fabienne Leisel, genre. Ouais. Puis là, je sais pas, Fabienne Leisel est rendu dans son cheminement, là. Ah, il était à la porte de la NHL. Il était à la porte? Ouais. Il est dans les américaines, il fait des points. Dans les américaines, puis il me semble qu'il est... Je vais aller le voir, continuer à parler, mais je suis pas mal sûr que Leisel, il s'est bien... il s'est bien débrouillé dans la Ligue américaine cette année, ça c'est sûr. Bon, mais tant mieux pour lui, ça me donne espoir. Ben, il y a 50 à 56 cette année. Ouais, non, c'est bon, Chris. C'est bon, Chris. On verra pour le prochain niveau, là, mais il est rendu. Il est rendu plus loin que j'aurais pensé dans son cheminement. L'ASL a grossi un petit peu, par exemple, là, mais sans dire qu'il est. C'est quoi sa shape? 5 et 11, 175. Ouais. Ouais, mais tu sais, Zetterberg, il pourrait closer à ça aussi, là, je pense. Ouais. Ben, un peu comme attends, tu donnes la shape à Justin Poirier. Tu sais, Justin Poirier est 5 et 9, 180 livres. Ah, mais
Mais 15 livres de plus à Zetterberg, ça change toute la game. Ouais, mais Il patinerait peut-être pas comme le vent comme ça, par exemple. Ouais, mais des fois, c'est dur de mettre du poids sa charpente. Là. Ouais. Poirier, man, on dirait qu'il pèse 215. Mais ouais, mais ça me donne espoir, mais on dirait que je sais pas. Je sais pas. Ben c'est tannant parce que c'est comme on dit, il déborde de talent. Fait que c'est plate de voir un petit gabarit de même qui ne pourra pas percer parce qu'il est trop petit. Ben, est-ce que pourra-t-il pas percer? Peut-être qu'il va pouvoir percer. Ouais. Moi, j'ai de la misère à le voir, par exemple, parce que c'est. Ben, ça serait agréablement surprenant. Moi, je pense que je prends un choix de troisième ronde sur lui. Là. Puis, tu sais, vous le regarderez là, à Suède. Là, son championnat U18 là, va faire foi de son rang au repêchage, là, beaucoup. Là. Vous allez le voir, là, ça va être vous allez entendre son nom souvent, très souvent. Ouais. Dans la zone offensive, c'est tout le temps lui qui est impliqué. Bref, c'est un espoir très talentueux, extrêmement talentueux. Je suis entièrement d'accord. Le dernier attaquant qu'on veut vous jaser ce soir, j'ai nommé Victor Eklund. Victor Eklund, qui est un joueur qui est né le 3 octobre 2006. Donc, lui, s'il était né 3 semaines auparavant, il serait admissible au repêchage cette saison. C'est un ailier gauche de 5 et 11, 161 livres. Donc, c'est un prospect qui est admissible au repêchage l'année prochaine. Malgré ça, il a quand même joué 15 rencontres en saison régulière en deuxième division suédoise. Il a amassé 4 points, mais il a ajouté 12 rencontres de qualification. Donc, ça, c'est comme les séries en deuxième division. Là, c'est les qualifications pour monter en première division, pour être promu en SHL. Il a joué 12 matchs en qualif, 2 buts, 3 passes, 5 points. Il a ajouté à ça 30 matchs cette saison en national pour un total de 25 points, 7 buts, 18 passes. Donc, je pense qu'on parle d'un espoir de qualité là, en 2025. Toi, comment tu as trouvé Victor Eklund? J'ai trouvé dur à évaluer parce que quand il monte de division comme ça, souvent le temps de jeu est réduit de beaucoup. J'ai essayé de regarder deux matchs avant qu'il monte. C'était clairement, sans dire qu'il est c'est un pointeur. Il a un bon coup de patin, des bonnes mains, une belle vision du jeu, mais il ne s'affiche pas beaucoup sa feuille de pointage. Mais en général, il fait quand même tout assez bien. Quand il est monté dans la deuxième division, c'est la deuxième division à Vancouver. C'est ça, le nom. Hein? Quand il est monté, j'ai regardé un match de ses 15 matchs. Je l'ai trouvé invisible. Je ne le trouvais pas impliqué. Quand il avait à la rondelle, je le trouvais stressé un petit peu. Mais tu voyais qu'il était quand même assez intelligent. Il se positionnait bien. Il faisait les jeux simples. C'était correct. Puis je me suis dit que j'allais regarder un match de ses playoffs. Puis j'ai vu un joueur qui a pris de l'assurance. Il était plus stressé avec la rondelle. Je le voyais même diriger les joueurs sur la patinoire. Mettons, va-t'en là, va-t'en là. Il avait vraiment pris de l'assurance. Il transportait la rondelle. Tout ce qui avait de la misère à faire. Selon moi, ça a été 15 matchs de rodage. Ces playoffs ont fait la différence. C'est vraiment un joueur qui t'apportera pas des points, mais qui va t'apporter une stabilité, mettons, offensivement. Défensivement, il était correct. C'est pas un gars qui s'impliquait beaucoup, mais il se compromettait pas non plus. Fait que, c'était quand même assez bien, mais c'est pas un flashy. Là. C'est vraiment un joueur qui va rester le jeu simple. Ouais, moi j'avais noté sur lui. J'ai pas beaucoup de visionnement là, sur Victor Eklund, là, donc mon évaluation n'est pas complète, mais oui, il me reste 1 an. Ouais. Mais j'ai noté une belle intensité. Je l'ai trouvé rapide, belle intensité dans les deux côtés, là, autant en repli défensif qu'en échec avant. Effectivement, c'est pas un joueur qui a un talent offensif inné. Là. Il va aller chercher son offensive par son travail, par son intensité.
Mais je n'avais pas noté nécessairement qu'il avait les meilleures mains. Il n'y a pas des mauvaises mains, mais c'est plus son travail acharné qui va l'amener à avoir une production offensive. Fait, moi, mes observations sur lui là, se limitent à ça pour l'instant. Il faut quand même faire attention on dit, des fois, on dit, comme Linus Eriksson, tantôt, j'ai dit, hey, ça, lui, il est bon parce que lui, il a joué avec des adultes en deuxième division. Mais il y a beaucoup de nos joueurs qu'on a parlé aujourd'hui qui ont seulement joué en national parce que leur équipe, leur club senior, ils jouent en SHL, qui est un niveau plus élevé de la deuxième division suédoise. Fait qu'il y a une petite nuance à apporter là-dessus. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur Eklund en terminant? Non, je te dirais que ça complétait bien notre observation sur la Suède. Donc voilà, c'est notre petit portrait de la formation suédoise et kazakh pour le prochain championnat mondial U18 là, qui se déroulera en Finlande à partir de jeudi prochain, le 25 avril. Puisque le tournoi est en Finlande, levez-vous de bonne heure parce que les matchs commencent très tôt là, à la télévision. On parle des rencontres qui vont se disputer genre à 7h, 9h, 11h, midi, là, des affaires de la même. Voilà, donc on rappelle que la Suède et le Kazakhstan seront dans le groupe B avec le Canada, la Tchéquie et la Suisse. La Suède, qui est une des formations favorites là, à ce tournoi-là. La Suède et les États-Unis là, partent tout le temps avec des longueurs d'avance pour ce tournoi-là. Mais voilà, donc pour la Suède, c'est ça. Là, il nous reste 8 nations à vous décrire en une semaine. On attend que les line-up sortent officiellement pour vous faire des petits podcasts, là, contenu exclusif Patreon. L'équipe du Canada est sortie, mais il manque ils se sont gardés des spots d'ouvert pour les formations éliminées là, dernièrement là, dans le hockey junior canadien. Là. Est-ce qu'un gars comme Maxime Massé pourrait se ramasser avec le Canada là, au U18, peut-être. Là. Les Saguenay ont été éliminés hier. Bref, aussitôt que le Canada est complété, on fait un petit podcast sur le Canada. On veut vous en faire un sur les États-Unis également. On voulait vous en faire un aussi sur la Finlande. La Finlande, la Tchéquie-Slovaquie regroupée peut-être. Closé avec Suisse, Lettonie, Norvège, genre là. Ouais. Lettonie, Norvège comme le Kazakhstan, là, on devrait passer ça rapidement. Mais attention à la Suisse là, qui détiennent quand même quelques espoirs intéressants au prochain repêchage. Là, je pense rapidement à Jamiro Reber, là, qui est un petit attaquant qu'on aime bien gros, les deux. Léon Mogli, un défenseur très mobile. Là, voilà, en tout cas. Chris, on va vous parler de la Suisse dans un autre podcast. Donc, as-tu quelque chose à rajouter en terminant, mon chum? Non, c'est tout. Merci de nous écouter, la gang. Allez liker notre page Facebook sur Spotify. Si ça vous tente de nous donner un petit 5$ par mois sur Patreon, ça nous aide bien gros. Tout l'argent recueilli sert, dans le fond, à Street Scout pour payer notre plateforme et tous nos tralala. Donc, merci beaucoup de votre encouragement. On espère que notre stock vous plaît beaucoup. Donc, voilà, on se parle très bientôt pour le portrait d'une autre nation qui sera du prochain championnat mondial U18. Ciao, ciao!